Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter quelques histoires qui font peur. Alors ces histoires là, je les ai vues, je les ai lues, je me suis pissé dessus. Avec moi, putain, je me suis fait mal. Ces histoires, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Je n'en ai aucune idée. Ce ne sont pas des survivors, ce ne sont pas des témoignages de personnes. Donc si vous êtes prêts à vous pisser dessus, bah on est parti. Une jeune fille de 19 ans qui étudiait au Japon, donc une japonaise, voulait absolument étudier aux États-Unis. Du coup, pour sa seconde année d'études à l'université, elle a décidé de s'expatrier aux États-Unis. Elle, c'était vraiment un rêve qu'elle voulait réaliser, mais elle n'avait pas forcément anticipé la difficulté que ça aurait pu être pour elle, parce qu'en fait elle ne parlait pas très bien anglais, donc forcément aux États-Unis si tu sais pas bien parler anglais, bah ça peut être un peu compliqué. Pour ses cours elle avait besoin de faire beaucoup de rapports. Quand elle était au Japon elle les faisait en japonais, mais là étant aux États-Unis elle doit les faire en anglais, donc elle doit pour la plupart du temps utiliser un traducteur. Et le problème c'est que elle n'a pas d'ordinateur portable, ce qui lui permettrait d'en utiliser un très facilement quotidiennement. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle va à la bibliothèque de son université où là il y a des ordinateurs en libre accès qu'elle peut utiliser. Cette bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Il y avait vraiment beaucoup de gens à chaque fois qui faisaient la queue pour utiliser les ordinateurs de la bibliothèque. Du coup ça l'a poussée forcément à rester assez tard à la bibliothèque pour faire ses devoirs parce qu'elle devait faire la queue et travailler. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un des ordinateurs de la bibliothèque, elle était totalement fatiguée et à un moment donné, elle décide de s'étirer un peu et essayer de se réveiller. Il est genre 2 heures du matin, donc c'est totalement compréhensible qu'elle soit crevée. En se réinstallant correctement sur sa chaise, ses mains vont taper sur le clavier, donc ce qui va le décaler. Elle le replace correctement, elle commence à taper dessus pour continuer son travail, et elle remarque qu'il y a quelque chose de gravé sur le bas du clavier. En fait, c'est un URL d'un site internet. Elle pense qu'en fait c'est un URL que quelqu'un a tapé ici parce qu'il n'avait pas forcément de quoi noter, du coup il a fait ça à l'arrache sur le clavier. Mais elle était assez curieuse, donc elle a justement décidé d'aller voir sur quelle page renvoyait ce fameux URL de site internet. Après avoir tapé l'adresse, la page a commencé à charger, et ce qu'elle a vu, ça l'a totalement horrifiée. Je vais vous dire ce qu'elle a vu, mais je pense que tu vois ça à 2 heures du matin, fatigué, t'es pas très serein. Il y a une photo d'un homme dans une salle lugubre, l'homme est couvert de sang, forcément l'étudiante elle est pas bien du tout, et il y a un petit commentaire en dessous de la photo, où il y a marqué homme imbécile, âgé d'environ 30 ans, assassiné par moi aujourd'hui. Là, on a un mystère devant nous, les amis. Forcément, l'étudiante, elle a des frissons, elle est pas bien, elle a envie de vomir. Elle éteint donc tout de suite l'ordinateur et elle se casse. Elle rentre chez elle, elle se couche et elle fait des cauchemars la nuit, elle revoit sans cesse la photo de cet homme. Elle se demande en fait si c'est réel parce qu'elle était tellement fatiguée qu'elle se dit qu'elle a peut-être rêvé, qu'elle a totalement halluciné. Elle se pose des questions sur la véracité de ce qu'elle vient de voir. En fait, elle a totalement du mal à croire qu'elle est tombée sur le site personnel d'un meurtrier. Et qu'en plus ce meurtrier était totalement en train de se vanter de ses crimes. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, l'étudiante sèche un cours pour justement en avoir le cœur net, elle retourne à la bibliothèque, elle trouve un ordinateur de libre et elle retourne sur le fameux site qu'elle avait trouvé la veille. Elle espérait vraiment que c'était son imagination qui lui avait joué des tours, mais non, pas du tout. Elle retombe sur ce fameux site, mais là, la photo de l'homme n'est plus là, c'est une toute autre photo qui est présente. Ce n'était plus un cadavre, c'était la photo d'une femme, blonde, qui marchait dans une rue assez bondée. La photo avait été prise quand même d'assez loin, et ça se voyait clairement que la femme ne savait pas du tout qu'on la prenait en photo. Encore une fois, en dessous de la photo, il y avait un petit commentaire qui disait « Stupide femme, âgée d'environ 25 ans ». L'étudiante referme son ordinateur, elle va en cours et le soir elle retourne dans sa chambre. Elle ne parle de tout ça à personne, mais elle n'arrête pas de penser justement à cette étrange découverte. Le lendemain matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est habillée de suite et allée à la bibliothèque sur un ordinateur de livre et elle est retournée sur le site web. L'image avait de nouveau changé, on retrouvait encore la pièce lugubre de la première image, mais cette fois-ci, c'était une femme blonde qui gisait sur le sol. Le sang coulait de son nez et de sa bouche. Et il y avait un grand couteau qui était enfoncé dans sa poitrine. Encore une fois, il y avait un commentaire qui disait « Femme stupide, âgée d'environ 25 ans, assassinée par moi aujourd'hui ». Pour l'étudiante, c'en est trop, elle est totalement terrorisée et elle décide enfin de contacter la police. Sauf que ne maîtrisant pas bien l'anglais, c'est très compliqué pour elle de s'exprimer. Elle a passé beaucoup de temps à répéter ce qu'elle disait et finalement la police lui a demandé son nom, son prénom, son adresse et également l'URL du site web qu'elle avait découvert. Après cet appel, l'étudiante se demande si la police a bien compris de quoi il en retournait. Après avoir accroché, elle était encore toute tremblante. Elle n'arrivait plus à s'enlever ces photos terrifiantes qu'elle avait vues sur ce site hors de son esprit. Mais elle avait une sorte d'addiction, en fait, à chaque fois elle voulait voir s'il y avait de nouvelles images. Le soir, elle est retournée du coup à la bibliothèque de l'université, elle a retrouvé un ordinateur, elle est retournée une nouvelle fois sur le site internet, et là elle a vu que l'image de la femme blonde assassinée n'était plus là, c'était une toute autre image qui était maintenant sur le site. Maintenant, c'était la photo d'une femme prise de derrière qui avait un short, des cheveux noirs et un t-shirt vert. Elle était assise en face d'un ordinateur. Je pense que vous avez forcément compris de qui il s'agissait. Elle était bien en train en fait de voir une photo d'elle-même à la bibliothèque en train de regarder l'ordinateur.
Et en commentaire de cette photo, il y avait son nom, son adresse, ainsi que son numéro de téléphone, et il n'y avait qu'une seule phrase ajoutée à ça. Tu es ma prochaine star d'internet. Je pense que vous avez compris les intentions de ce meurtrier. Il avait désigné sa prochaine victime qui était justement l'étudiante japonaise de cette histoire. En voyant ça, l'étudiante, elle a fui la bibliothèque de l'université. Elle est retournée tout de suite dans sa chambre universitaire. Elle a fait ses bagages et le lendemain matin, elle était dans un avion pour repartir au Japon. Depuis ce moment-là, elle n'est jamais retournée aux États-Unis. Ça, c'est une histoire quand même très effrayante de savoir que finalement, on veut dire le meurtrier qu'on surveillait a commencé à nous surveiller derrière. En plus, il devait l'écouter depuis un moment parce qu'il a pu entendre les informations qu'elle avait données à la police. Ça veut dire que le matin même du jour où elle a vu sa photo sur le site, c'est-à-dire au moment où elle a appelé la police, la personne était dans la bibliothèque avec elle, en train de la regarder. Donc, est-ce que le meurtrier était un étudiant ou un professeur? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a de quoi te faire peur quand même quand tu vis une expérience comme ça. Dans cette histoire, une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Donna vit avec son père dans une petite maison un peu en dehors de la ville. Depuis la mort de sa mère, Donna a une très bonne relation avec son père, ils sont vraiment très proches et ils sont interdépendants entre eux. Un matin, le père de Donna a dû quitter la maison pour un voyage d'affaires. Ils ont mangé le petit déjeuner ensemble et le père a dit à Donna qu'il serait rentré le soir mais assez tard. Après ça, il l'a embrassé sur le front, il a pris sa mallette de travail et il est parti pour sa journée de boulot. Plus tard dans la journée, Donna est rentrée de l'école, elle a fait ses devoirs, elle regardait un peu la télévision, et aux alentours de minuit, son père n'était toujours pas rentré, du coup elle a décidé d'aller se coucher. Cette nuit-là, elle a fait un rêve assez étrange. Dans son rêve, elle se tenait sur une route très fréquentée. Il y avait des voitures et des camions qui passaient à un rythme effréné comme au rythme d'une alarme. Et de l'autre côté, en fait, de la route, il y avait son père, qui avait les mains autour de la bouche comme ça et qui avait l'air de lui crier quelque chose. Mais dans son rêve, impossible pour elle de savoir ce qu'il pouvait bien lui dire. Au fur et à mesure de son rêve, elle remarquait que les yeux de son père devenaient de plus en plus tristes et elle commence à distinguer quelques mots. Elle entend don't open door, n'ouvre pas la porte. Et juste après avoir compris ce dernier mot, Donna est réveillée par un bruit. Quelqu'un qui toque à la porte. Après ça, quelqu'un a commencé à appuyer sur la sonnette de la maison de Donna. Forcément, Donna, elle est assez perturbée, elle vient de se réveiller. Elle s'habille donc très rapidement d'un petit pyjama et elle court donc à la porte d'entrée pour voir qui c'est. Elle regarde au travers du petit trou dans la porte et elle distingue que c'est son père qui entre à la maison. Mais son père n'a pas l'air très serein, il a le visage assez pâle, comme s'il était apeuré. Elle referme le judas, le petit trou sur la porte. Vous savez, parfois on a un petit truc qui permet de cacher justement la vision. Et là, Donna dit, au travers de la porte, papa, est-ce que tu as oublié tes clés? Et là, pas de réponse. Ça continue juste de taper sur la sonnette. Donna lui dit papa réponds-moi et encore une fois aucune réponse, juste le bruit de la sonnette. Donna commence un peu à s'inquiéter, elle dit papa s'il te plaît j'ai besoin que tu me répondes. Elle entend toujours rien, elle lui dit est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dehors? Aucune réponse. Toujours en continu cette sonnette qui ne s'arrête pas. Là Donna dit je n'ouvrirai pas la porte tant que tu ne diras rien. Et là la sonnette pendant quand même un assez long moment a continué de sonner. Et pour une raison mystérieuse, le père refusait de répondre aux questions de Donna. Pendant très longtemps dans la nuit, Donna est restée à côté de la porte avec les sonnettes qui ne s'arrêtaient pas à attendre. Ça a duré vraiment pendant des heures qu'elle est presque tombée dans un sommeil. À un moment donné, elle s'est réveillée en sursaut pour se rendre compte qu'en fait il n'y avait plus aucun bruit. Elle a regardé au travers du petit trou sur la porte et elle voyait que son père était toujours là, toujours en train de regarder en direction du trou qu'il y avait sur la porte. Elle a très lentement ouvert la porte et ce qu'elle a vu, ça l'a totalement terrorisée. La tête de son père était accrochée au-dessus de la porte, accrochée par un clou, et il y avait une note accrochée à la sonnette sur lequel il y avait deux mots griffonnés sur le papier qui disaient fille intelligente. En anglais, clever girl. L'objectif du psychopathe qui a assassiné le père, c'était de rentrer dans la maison car il avait sûrement réservé le même sort à la fille, mais la fille étant intelligente et n'ouvrant pas la porte sans que son père ne lui dise quoi que ce soit, il s'est dit que la fille était intelligente et que du coup il n'arriverait pas à rentrer dans la maison malgré toutes ses tentatives. Et ça c'est horrible. Déjà si tu te plonges dans l'histoire, la pauvre Donna elle a perdu sa mère et maintenant elle a perdu son père. En plus de ça, elle a vu la tête de son père totalement décapitée, donc bonjour le traumatisme. Après on n'en sait pas plus, dans quelles circonstances est mort le père, est-ce que c'est une rencontre parce qu'il avait un travail douteux, ça c'est, on n'en sait rien. Et encore une fois, j'aime pas ne pas savoir. Dans cette histoire-là, on va parler d'un homme, on va l'appeler Rick. Rick vivait dans un complexe d'appartements, il y avait 10 étages et lui, il vivait au 8e. Il vivait pas dans un quartier très sécurisé, il y avait pas mal de crimes aux alentours, donc c'était pas ouf. Il avait prévu d'ailleurs de déménager rapidement pour aller dans un endroit un peu plus sécurisé, un peu plus calme. Du coup, il s'est jamais forcément préoccupé de connaître ses voisins plus que ça, parce que pour lui, il était là que de passage. Un vendredi, il est rentré chez lui après une dure journée de travail, et il était super fatigué. Il est allé
à l'ascenseur, il a appuyé sur le bouton pour appeler l'ascenseur, et quand les portes se sont ouvertes, il a vu qu'il y avait un homme dans l'ascenseur qui portait un long manteau et un assez grand chapeau qui lui recouvrait les yeux. Et Rick a voulu être poli, du coup il a dit bonjour, sauf que l'homme n'a pas répondu. Rick rentre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton de son étage, et une fois qu'il est arrivé, il allait sortir, mais l'homme, il le pousse pour qu'il sorte de l'ascenseur et puis il appuie vite sur les boutons. C'est pas très sympathique. Rick d'ailleurs se dit, mais quel salaud. Il ouvre donc la porte de son appartement, il rentre à l'intérieur, et il va directement dans la salle de bain. Pendant qu'il se lave les mains, il se regarde dans le miroir, et il remarque qu'il y a une sorte de trait bizarre sur son t-shirt qui ressemble à une marque de sang. Forcément, il se rappelle de l'homme qui l'a poussé dans l'ascenseur, et forcément, ça lui fait quelques frissons, il se dit que c'est dégueulasse. Il ne sait pas d'où vient forcément le sang, mais il a quelques doutes quand même, quoi. Immédiatement, il se dépêche d'aller fermer à clé sa porte d'entrée. Forcément, ça lui fait un peu peur. Il se dit, admettons que ce mec-là était un peu dangereux, est-ce qu'il aurait essayé derrière d'aller attaquer Rick? Peut-être. Du coup, après ça, Rick est allé prendre une douche et il a jeté ce t-shirt avec un peu de sang à la poubelle. Cette nuit-là, il n'a pas dormi très bien. Le lendemain, c'était du coup le samedi, Rick avait un date avec une jeune femme très séduisante. Dis donc Rick, tu caches bien ton jeu. Il était prêt à partir pour aller justement à son rendez-vous quand quelqu'un a sonné à sa porte. Il se dit, ça peut être qui ça? Il était déjà un peu en retard pour son rendez-vous, bravo, pas très gentleman en tout cas. Du coup il se disait qu'il ne voulait pas perdre plus de temps que ça. Il a regardé dans le trou sur la porte et il a vu que c'était un policier. Au travers de la porte, il dit « Que se passe-t-il ?» Ce à quoi le policier répond « Je suis désolé de vous déranger. Je voulais vous poser quelques questions car il y a eu un meurtre la nuit dernière dans l'appartement juste à côté du vôtre. » Rick se dit qu'il va être vraiment en retard pour son rendez-vous, il n'a pas envie d'être plus impliqué que ça dans ce truc-là quoi. Du coup Rick dit « Désolé monsieur l'agent, je n'ai rien vu du tout. » En mentant parce que la veille, rappelez-vous, il avait vu quelqu'un d'assez suspicieux dans l'ascenseur, qui lui a refilé en plus une trace de sang. Le policier répond « Mais vous pourriez peut-être nous aider. Avez-vous vu quelqu'un de suspicieux? Pourriez-vous au moins ouvrir la porte pour qu'on puisse parler ?» Ça commence à prendre une tournure étrange, non? Rick répond à ça, je n'étais pas à la maison hier soir, désolé monsieur, je ne peux pas vous aider. Le policier répond et s'en va en disant, très bien monsieur, merci de m'avoir consacré du temps. Il l'a entendu partir, du coup Rick en a profité pour terminer de se préparer pour son date. Les jours suivants, Rick se sentait un peu nerveux parce qu'il disait quand même, putain, il y a eu un meurtre à côté de chez moi. C'est chaud. Il disait mais c'est pas possible, ce quartier est vraiment fou, on n'est pas en sécurité. Il était vraiment très heureux de se dire qu'il allait pouvoir partir. Il se sentait un peu coupable aussi de ne pas en avoir dit plus au policier, parce que même s'il n'a pas vu le visage de la personne dans l'ascenseur, il aurait pu l'indiquer au policier qui aurait pu peut-être intervenir, et peut-être même derrière éviter qu'il y ait d'autres crimes dus à cet individu. Rick il l'a joué perso là. En plus il se dit que les crimes parfois c'est un détail qui peuvent permettre de les résoudre. Un matin, alors qu'il allait quitter son appartement pour aller au travail, il a remarqué qu'il y avait une odeur bizarre qui sentait mauvais dans le couloir. Il avait l'impression que ça venait de l'appartement à côté de chez lui. Il avait une sorte de sensation étrange dans son estomac et les cheveux qui se dressaient sur sa nuque. Il est allé voir le gardien de l'immeuble pour lui en parler et quand il a mentionné l'histoire de meurtre dont le policier lui a parlé, le gardien lui répond que lui il n'en a pas entendu parler alors que c'est le gardien, il aurait dû être au courant qu'il n'y a pas eu de meurtre du tout ici. Rick réussit à convaincre le gardien de monter avec lui au 8e étage pour qu'il se rende compte de l'odeur qu'il y a. Il a ouvert sa clé passe-partout pour ouvrir la porte justement d'où venait l'odeur. Et ce qu'ils ont vu, c'était le corps du voisin, gisant sur le sol, dans une mare de son propre sang. Et il y avait une odeur vraiment très nauséabonde qui a indiqué qu'il devait être là depuis quelques jours. Forcément, le gardien, Eric, était terrifié. Et c'est ici que s'arrête cette histoire. Les amis, Détective Aken le retour, il est là. C'est très simple, le policier c'était pas un policier, hein, on va pas se mentir. Et en fait, de base, il voulait se farcir Rick. Rick n'est pas rentré dans son jeu, il n'a pas ouvert la porte. Le voisin peut-être que lui l'a ouverte. Et du coup, il s'est fait avoir. Après, je me dis, parce qu'il y a quand même des éléments assez étranges, c'est que la personne dans l'ascenseur, est-ce que c'était le policier? On n'en sait rien parce que vu qu'il n'a pas parlé à Rick dans l'ascenseur, on ne sait pas quelle voix il a. Rick ne peut pas nous dire si les voix sont similaires ou pas. Imaginons que le policier et l'homme de l'ascenseur soient deux personnes différentes. Si l'homme de l'ascenseur avait commis son meurtre au moment où il a croisé Rick, ça veut dire que le sang que Rick avait sur son t-shirt était éventuellement le sang de son voisin. Mais du coup, comment le policier aurait pu être au courant du meurtre alors que le gardien lui n'était pas au courant? Ça peut être quelque chose qui s'explique, mais du coup, si lui est au courant qu'il y a un meurtre chez le voisin, pourquoi le corps est encore là? À moins qu'il y ait complicité. Ça, par contre, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un mystère et nous devons le résoudre. Bon les amis, moi en tout cas, je vous ramène en sécurité. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ah là là. Je trouve que c'est des histoires fort intéressantes, fort terrifiantes. C'est sûr que ce seraient des choses qui arriveraient dans notre monde, dans la vie réelle. Il y a de quoi faire un beau caca culotte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces histoires vous ont fait un peu frissonner. Moi je trouve que ça fait peur un peu. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!